Alors, Louise et moi, on a discuté très, très longuement de ce magnifique récit que vous avez sous les yeux. Donc, vous avez pu constater que Louise Dupré est une grande, grande poète, primée, qui a écrit de grands recueils. Elle va donc s'inscrire comme une des grandes poètes de la poésie québécoise. Je l'annonce ce soir. On est le soir, non, l'après-midi. Cet après-midi, je perds la notion du temps. Je sors d'un cours, j'entre dans un autre. On a pensé en fait créer ensemble une sorte de dialogue donc autour de ce récit. On s'est posé des questions par rapport à la censure et comme vous avez accès aujourd'hui à l'autrice, on s'est, disons, plutôt orienté vers une perspective de recherche-création. Donc, où on se positionne quand on écrit un récit, quand on écrit de la poésie. On a quatre grands axes qu'on voudrait aborder. On n'aura peut-être pas le temps de tous les aborder aujourd'hui, mais je voulais, pour histoire de faire monter le suspense un petit peu, je vais vous les annoncer tout de suite. Puis moi, je vais naviguer en suivant là où Louise va nous amener. Et oui, effectivement, allez-y, posez des questions, intervenez, elle est là pour vous, en fait. Et moi aussi, je suis là pour l'écouter. Donc, allez-y allègrement et ne privez pas de ce grand plaisir de discuter avec cette grande écrivaine québécoise et francophone. Donc, on voulait d'abord aborder la genèse du récit parce que Louise Dupré est une grande poète et là, elle décide, avec ce récit, elle décide de parler d'un sujet qu'elle n'a peut-être pas su ou pu aborder dans la poésie. Donc ça va nous intéresser, hein, comment on s'oriente dans le choix d'un genre par rapport à un récit qui pourrait contenir de la censure ou des parts de non-dits, d'irreprésentables. Donc, on va parler de la genèse du récit. On va s'intéresser aussi à la question de la censure familiale. Vous l'avez vu, c'est un récit familial et donc qui porte sur l'idée de la révélation. Et on va aussi, on va essayer d'aborder, si on a le temps, donc l'écriture du deuil et le fait que l'écriture du deuil nécessairement va impliquer des parts d'indicibles ou des représentables. Et donc, ça aussi, ça joue. Là, en fait, on va y aller vers, on va réfléchir à cette tension entre ce qui peut être dit et ce qui demeure dans le non-dit, ce qui peut être dévoilé et ce qui va demeurer voilé, en fait, dans le processus d'écriture d'un tel récit. Et on va aussi s'intéresser à la question de la censure et de la culpabilité. Donc, comment un récit qui s'apparente au tombeau littéraire peut aussi nous amener sur la voie d'une sorte d'éthique de la compassion, qui, moi, m'a semblé très manifeste à la lecture de ce livre. Mais d'abord, j'ai fini ma grande présentation. Louise, d'abord, la genèse de ce récit, est-ce que tu peux nous en parler, nous parler de ta façon d'aborder l'écriture d'un récit qui est ici à teneur autobiographique et qui, donc, ne relève pas de la même posture auctoriale que le jeu lyrique que l'on retrouve dans la poésie? Et est-ce que, donc, le genre ou la façon dont tu as approché ce récit-là a été. Est-ce que le sujet est déterminant aussi dans ton rapport au processus d'écriture? Bon, si on veut vraiment parler de jeunesse, c'est un sujet que je porte en moi depuis la mort de mon père et depuis mon premier recueil qui s'intitulait La peau familière. Et d'ailleurs, je parle de la mort de mon père dans La peau familière. Et évidemment, c'est simplement esquissé, mais quand même, c'est là. Et dans les recueils suivants, Chante et Bonheur, j'aborde cette question-là, mais toujours de façon allusive, jamais de façon directe. Et parce que la poésie, bon, le jeu de la poésie, le jeu lyrique, a une certaine partie autobiographique. Alors, évidemment, le type de poésie que je pratique, qui est une poésie lyrique, pas évidemment le grand lyrisme à la façon des romantiques, mais un lyrisme quand même, travaille à partir du jeu. Et le jeu que j'ai voulu inscrire depuis les débuts de mon écriture, c'est un jeu féminin, un jeu de femme qui se questionne sur sa place dans la société, dans la culture,
et qui essaie de trouver comment se représenter et comment, je dirais, dévoiler ce qu'elle est, mais aussi trouver ce qu'elle est. Parce que dans l'écriture, on ne fait pas de plan en disant je vais dire ça, ça, ça. Les idées viennent, les images viennent au fur et à mesure. Et c'est ce que j'ai fait d'abord quand j'ai parlé de mon père en poésie. Mais ça ne suffisait plus. Et là, le temps a passé, c'est plus de 40 ans plus tard, 44 ans plus tard, en fait. Alors, j'ai décidé de faire un récit et de parler vraiment de la mort de mon père. Mon père s'est suicidé et ça avait été tué dans la famille euh, parce que ma mère ne voulait pas en parler. C'est arrivé en 1981 et à l'époque, c'était tabou. Je pense que ce l'est encore d'une certaine façon parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de témoignages de personnes après l'apparition du récit qui m'ont dit, ah, moi aussi, dans ma famille, c'est arrivé dans ma famille, on ne l'a pas dit. Bon, il y a un malaise avec quand on parle de ce sujet-là et il s'agissait de savoir comment l'aborder. Alors, j'ai essayé, je ne vous cacherai pas, de l'aborder par le biais de la poésie, mais ça ne fonctionnait pas parce que c'est vraiment un récit est forcément linéaire. Il a un début, un milieu, une fin, alors que la poésie ne permet pas cette sorte de continuité narrative-là, cette narration-là que permet le récit. Bon, vous avez vu, il y a des dates, il y a des lieux et tout ça, et c'était ingérable par le biais de la poésie lyrique. Alors, je me suis donc attaquée au sujet et puis je me suis dit, bon, alors ça ne fonctionne pas. Je vais donc faire des fragments. Je suis une grande admiratrice de Roland Barthes. Je ne sais pas si vous l'aimez aussi, si vous aimez ses écrits. J'ai lu Fragments d'un discours amoureux et j'ai lu un livre que je trouve magnifique qui s'intitule Journal de deuil où, revenant sur la mort de sa mère, il écrit des petits fragments qui datent. Et parfois, c'est des notes, simplement des notes. Parfois, c'est plus, je veux dire, c'est plus consistant et tout. Et je me suis dit, tiens, je pourrais faire ça, des petits fragments sur mon père. Et j'ai publié, j'avais commencé, j'étais rendue à 20 ou 30 pages et un ami m'a demandé de participer à un numéro de revue en Belgique et j'ai même publié sous forme de fragments le début de ce qui deviendrait mon récit. Et j'ai bifurqué, je me suis dit, ça ne fonctionne pas. C'est ça qui est terrible dans la création. Je ne sais pas s'il y en a qui écrivent parmi vous, mais à un moment donné, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Et on est devant un mur. Et on se dit, est-ce que je laisse tomber? Je ne suis pas prête pour écrire ce récit-là, je ne suis pas prête pour écrire ce texte-là, ou je recommence. Et c'est là qu'est arrivé le fil conducteur. Mon frère m'envoie un courriel un soir en disant, tu sais, j'ai fait une découverte, je suis allée fouiller dans les archives et je me suis rendu compte que euh, notre grand-père n'était pas décédé quand les enfants ont été placés à l'orphelinat. Les enfants avaient encore leur père, mais le père était parti. Alors, ça a jeté comme une sorte de froid dans la famille en se disant, est-ce que ça se peut? On a toujours pensé cette chose-là et puis on se rend compte que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Et là, ça m'a donné le fil conducteur, un petit peu comme pour un roman policier, en disant, ben là, je vais essayer de suivre les recherches et pour interpréter ce qui avait pu se passer. Parce que je ne voulais pas faire un récit uniquement sur le suicide de mon père. Le sujet, c'est pas ça. C'est ma relation avec mon père.
et qui était mon père. Alors, donc, le récit porte là-dessus, mais il advient que dans le récit, mon père se suicide et ça arrive à la fin. Je ne voulais pas, j'aurais pu commencer par cette scène-là, hein, en faisant un retour en arrière. Bon, vous vous êtes peut-être posé la question, absolument. pourquoi? Et en fait, moi, je me suis dit, en fait, t'en parlais un petit peu plus tantôt, le suicide, c'est bon, c'est encore un sujet qui est assez tabou. Puis je me suis dit que c'était probablement volontaire aussi de conserver cette espèce de flou-là, parce qu'on le voit déjà sur la 4e de couverture, on parle d'une disparition brutale. Puis quand vous évoquez aussi l'histoire avec votre grand-père, je me suis dit, est-ce que peut-être que le père a reproduit ce même cheminement-là aussi? Mais il y avait comme quand même un jeu intéressant aussi derrière cette démarche sociologique-là. Mais je me suis posé la question à savoir, est-ce qu'auraient été les faits si on avait tout de suite parlé de l'événement dès le début du livre? Qu'est-ce que vous en pensez? Mon Quel Dieu, est votre avis là-dessus? quel est mon avis? C'est difficile à dire, en fait. Je me suis dit peut-être que, ben, comme je disais, l'espèce de jeu aussi, peut-être que ça permet justement de se concentrer un peu plus sur la relation et non sur, ça ne vient pas teinter en fait notre lecture, puis essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu mener à cet événement-là. Je pense que ça met vraiment la lumière sur, comme vous disiez, là, la relation avec votre père dans le récit. Ça vient peut-être c'est ça. Mais peut-être révéler encore ces tabous-là, puis un peu l'indicible aussi, ce qu'on disait, là, de peut-être comme repousser un peu l'événement en quelque sorte, puis conserver la linéarité aussi du récit. Il y a d'autres opinions? Marie-Philippe qui est en ligne. Bonjour, désolée, ça a été compliqué de se connecter. Un peu déçue de m'avoir manqué le début parce que j'ai vraiment beaucoup aimé votre livre, je vais le dire ça en commençant. Euh, je pense que pour ma part, je l'ai vu comme une tentative de passer par un autre chemin qui n'a pas nécessairement fonctionné. Pas dans le sens, ça n'a pas fonctionné parce que c'était pas intéressant, mais dans le sens, je le voyais comme une tentative de la narratrice de vouloir expliquer par l'archive, par quelque chose de peut-être moins sentimental, moins émotif, peut-être, dans le sens justement la distance et tout ça. Mais on dirait qu'on sent au milieu du texte que finalement, on y arrive pas ou on n'a pas le choix finalement d'aller dans le plus creux, dans le moins rationnel, dans le moins justement, non, se séparer de cette archive-là pour aller d'une archive médiatique et tout ça, une archive qui est plus personnelle, plus une archive de la douleur, une archive du. Parce que c'est comme ça que je l'ai perçu. Si vous lisez les citations que j'ai fournies avec cette séance, là, vous verrez qu'on parle de l'archéologie de l'intime, de ce travail-là, là, qui fait écho en fait aux deux commentaires qu'on a vus. Mais Oui, mais dans le fond, pour moi, l'épée de ne pas avoir l'information sur ce qui s'est passé, ça donne, ça permet de mettre davantage l'identité, quelle est l'identité dans le fond de cet homme-là. Juste par la photo, on est intrigué, on veut savoir on s'en doute, là, mais on veut savoir qui est cette personne au sens de l'identité, puis au sens de la relation aussi. Quelle est cette personne par rapport à la personne qui écrit. Donc, au lieu d'être sur ce qui s'est passé comme un policier, on est dans le c'est qui cette personne? Pour moi, c'est les personnes. Pour ça aussi que j'avais demandé à Louise, est-ce que c'est un tombeau littéraire? Parce qu'en fait, le tombeau qui est un hommage à un disparu, c'est pas tout à fait ça, mais il y a quand même de l'hommage, c'est de reconstituer cette présence-là d'une absence dans ta vie, mais c'est ramener aussi cette présence-là. Je pense que c'est lié aussi à l'idée de la reconstruction par fragments de cette mémoire-là qui est tissée d'indicibles, de non-dits, d'abandon. Cette mémoire familiale-là, en fait, que la narratrice, l'énonciatrice tente de reconstruire par fragments. Vous l'avez remarqué, hein, c'est un récit qui met en scène beaucoup le processus d'écriture. Donc, on accompagne la narratrice dans son enquête, d'une certaine façon. Il y a beaucoup de locutions verbales, j'imagine, je vois, ce que je vois, ce que je ne vois pas, ce qui est caché. Il y a tout un commentaire, donc c'est aussi une aventure de l'écriture qui rend le tout. Et donc, si la scène avait été au début, on n'aurait pas eu cette aventure de l'écriture.
Mais Louise, peut-être que tu as une meilleure Parce- réponse encore. Non, mais J'en j'irais suis tout à fait dans ce sens-là. C'est que c'est une aventure et c'est l'écriture qui permet de s'approcher au plus près de l'émotion, mais pas d'une émotion que je voulais sensationnaliste. Et c'est une émotion, ce que j'appelle la vérité de l'émotion, en allant chercher un terme de Georges Didier Huberman, qui est un théoricien que j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est très juste. C'est pas l'émotion brutale, c'est une émotion qui est mise à distance d'une certaine façon et qui est intégrée par la psyché et qui revient ensuite dans le texte. Et puis, pour vous dire la vérité, j'avais peur aussi que si je mettais effectivement la scène du suicide la première, puis ensuite j'aurais pu fonctionner comme ça, puis expliquer sa vie. C'est comme si tout avait été, sa vie avait été construite et vécue en raison de ou pour cet acte-là, à partir de là. Et ce qui n'est pas ça. Et ce que j'essaie de montrer, c'est que c'est un instant dans un instant dans une vie, alors que il a vécu 71 ans et demi avant, et que pendant ces 71 ans et demi, là, il était bien vivant. C'est un homme qui riait, c'est un homme qui a eu des blessures, mais c'est un homme qui faisait des blagues, c'est un homme qui aimait la vie. Bref, on ne peut pas tout expliquer par un suicide. Et d'ailleurs, la scène n'est pas décrite. Non. Vous avez vu, on arrive à cette scène-là qui glisse dans le fameux voile. Quand tu parles de voile noir que tu essaies de lever, mais il y a une partie du voile qui demeure sur cette scène. Mais ça, je ne dirais pas que c'est de l'autocensure ou de la censure. Je pense que c'est du respect. De la même façon qu'on pourrait parler de respect pour la naissance ou pour un acte sexuel et tout. Les gens font l'amour dans l'intimité, on est dans l'intimité, on meurt dans l'intimité, et je ne me serais pas vue décrire l'acte de mon père. Et c'est vraiment, c'est pas de l'ordre de l'autocensure, c'est de l'ordre de la pudeur. Est-ce que vous avez hésité à la décrire ou c'était clair dès le départ à la poste Au point de départ, c'était clair. Et on m'a posé la question, pourquoi est-ce que je ne décrivais pas cette scène-là? Et je me suis dit, ça, j'ai répondu, il n'en est pas question. Pourquoi est-ce que je ne dis pas comment il s'est suicidé? Pourquoi est-ce que je ne voulais pas le dire? Je trouve que ça lui appartient, c'est quelque chose de privé. Il n'y a que ma mère qui a vu les images, parce que c'est elle qui l'a trouvé. Alors, je trouvais qu'il fallait respecter cette intimité-là. Et j'en suis encore consciente aujourd'hui. En tout cas, c'est la façon dont je le vois aujourd'hui. Et j'ai lu un article plus tard sur le suicide, comment les proches doivent-ils réagir face à un suicide. Et on disait justement que peut-être que la meilleure chose à faire quand un suicide arrive, c'est de garder pour soi ou en famille pendant un certain temps, mais après ça, si on n'ose pas le dire, ben, ça devient nocif pour tout le monde. Ça finit par empoisonner la vie de tout le monde. Mais on disait que si on écrit là-dessus, les psychologues proposaient de ne pas dire comment le suicide était arrivé, et c'est exactement ce que j'avais fait intuitivement. Alors, voilà, mais il n'y a pas de... J'aurais pu le décrire aussi, j'aurais pu raconter la scène, mais moi-même, j'ai du mal à l'imaginer parce que je n'étais pas là. Ça aurait peut-être été différent si j'avais été là, mais je n'y étais pas.
Mais c'est que je ne peux pas m'empêcher de penser à. Parce que cette question de la représentation du suicide et justement des modes de suicide est devenue problématique parce qu'il y a des recommandations suite à des études pour ne pas parler ne pas représenter le passage à l'acte lui-même. Alors, j'étais curieuse les psychologues dont vous parliez disaient qu'il fallait mieux éviter de parler de cette scène du passage à l'acte pour la personne qui en parle ou pour les personnes qui lisent. Il faudrait que je retrouve l'article en question. Je l'ai lu avant la publication du livre, donc ça fait déjà 2 ans. Il disait que si on rend l'acte public, ce qui est mon cas, il ne parlait pas nécessairement d'écrivain, mais que c'était mieux de ne pas entrer dans les explications, de ne pas représenter la scène. Alors, et j'avais suivi ce conseil-là, si on veut, mais sans savoir, intuitivement. J'avais l'impression qu'il ne fallait pas entrer là-dedans. Oui, oui. On parle d'autocensure. Oui. Est-ce que l'autocensure joue? C'est le sujet du séminaire. Est-ce que la censure joue? Je savais très bien que tout le monde dans la famille me lirait. J'ai une fille, un petit-fils, des neveux, des nièces. Des petits-neveux, des petites-nièces qui sont trop petits pour lire un récit comme ça, mais qui viendront à le lire. Et j'aurais hésité à entrer dans les détails scabreux. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Si les parents veulent leur expliquer, ils leur expliqueront, ils leur diront comment. Mais c'est pas. Je ne trouvais pas que c'était une bonne idée. Je ne le voyais pas pour ma part. Je suis une personne assez pudique, malgré ce livre-là. Je suis une personne assez pudique habituellement et je savais que je devais m'arrêter là. Et on sent dans ton écriture cette pudeur-là. En fait, on est vraiment dans une écriture qui est dans une dynamique là, de l'approche et de la distance. Donc, trouver la juste distance pour aborder ce sujet-là, mais en même temps approcher. La narratrice dit j'ai voulu m'approcher, me rapprocher de mon père. Puis en même temps, la narratrice parle de l'état de témoin. Donc, on est toujours dans cette espèce de dynamique-là entre l'approche et la distance qui est liée à cette pudeur-là, là, qui est caractéristique de ton œuvre en général et de ton écriture. D'ailleurs, vous irez lire les belles citations que je vous ai données, la citation 4, où Louise Dupré parle de l'écriture de la blessure. Et on peut déjà sentir là son rapport à la pudeur. D'ailleurs, elle le dit, c'est en gardant une pudeur, en essayant de travailler à une voix qui peut parfois pleurer, parfois crier, parfois montrer sa colère, mais refuse le tape à l'œil. Donc, il y a une sorte de, il y a une épicité, une lisibilité aussi dans le récit, une pudeur, une sobriété qui accompagne ce sujet-là, qui me semble vraiment déterminant et qui nous permet aussi justement de faire le ménage dans tous ces fragments-là, puis de voir émerger une image du père, la présence d'une absence. Mais c'est un jeu difficile, j'imagine, pour une écrivaine d'être toujours dans. Ben, c'est-à-dire, est-ce que c'est difficile? Ça s'est fait. J'ai écrit ce récit-là pendant 1 an ou 18 mois, les faux débuts, en cas, si je compte les faux débuts, à peu près 18 mois. Donc, on a le temps de réfléchir, d'effacer. Maintenant, avec un ordinateur, c'est très simple. On peut commencer un chapitre, on peut effacer tout, le mettre à la poubelle de l'ordinateur et tout. On peut faire des essais et on peut se permettre aussi de faire des erreurs, de revenir en arrière. Et il y a eu des changements jusqu'aux épreuves du livre. Et mon éditrice m'a questionnée par moments, m'a posé des questions qui m'ont permis d'aller plus loin.
par exemple, une question, je ne sais pas si je t'en avais parlé, Evelyne, on sait que le grand-père décède parce qu'il a déneigé la toiture du marché Bon Secours. Et mon éditrice me demande, elle a dit, petite note dans la page, dans la marge de la page, est-ce qu'il ne se serait pas suicidé par hasard? Est-ce que la question vous est venue? Bon, vous voyez. Alors, moi, jamais. J'avoue que j'ai tout questionné, mais pas ça. Alors, je me suis dit, deuxième coup, mon frère m'apprend que notre grand-père n'était pas décédé quand les enfants ont été placés à l'orphelinat. Mon éditrice me dit que le grand-père se serait peut-être jeté de la toiture de l'hôtel Bon Secours. Donc, j'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup questionnée là-dessus et j'ai travaillé le texte et c'est pour ça qu'à la fin, je mets la question peut-être que le grand-père aussi se serait suicidé, mais non, je ne crois pas parce qu'on peut tomber d'un toit, les chutes, l'hiver arrive facilement. Alors, mais quand même, il y a un doute, il y a un doute et l'écriture permet d'envisager ces doutes-là et parce qu'on avance doucement, phrase après phrase, jour après jour, et on peut revenir en arrière. Parce que la littérature, là, n'embrasse pas la réalité. Ne la redonne pas dans toute la vérité empirique. Non, il y a quand même la Il y a des littérature. effets obligatoires dans ton récit, mais quand même, tu choisis une narratrice et une narration qui a fait littéralement. Donc, ce rapport-là à la vérité ou à la véracité, je vois, Des événements, ben, c'est le point de vue de la narratrice. Je suppose que vous avez eu d'autres points de vue que moi, peut-être, à partir de certaines scènes, de certains faits. Je serais curieuse de savoir parce qu'il y a des lecteurs ou des lectrices qui m'ont écrit en disant ah, il me semble que ce que vous dites à telle page, moi, j'aurais interprété ça de telle façon. Bon, oui, c'est un récit qui est ouvert. C'est un récit troué. Oui, c'est un récit troué et j'ai voulu laisser beaucoup de trous pour l'interprétation. Alors, c'est très possible. Oui, vous avez eu. Oui, Magali, c'est vrai. Peut-être avant. Je sais que ça fait un petit moment que Magali a la récemment. Magali, écoute. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bon, je suis à Ottawa en ce moment, donc il y a des bruits ambiants autour de moi, je suis désolée. Ben c'est ça, je voulais parler tantôt, mais je pense que ça peut se dire maintenant aussi. C'était simplement peut-être plus un commentaire qu'une question. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans le récit, qui fait un peu écho à ma propre pratique, parce que j'écris aussi. Et j'ai écrit un récit récemment qui parle d'une personne réelle. Et j'ai senti que dans ce récit-là, il y avait un grand désir de prendre soin. Moi, le passage qui m'a le plus marqué dans ce récit-là, c'est le je cherche encore l'amour de mon père encore aujourd'hui. Tu sais, c'est ce désir-là d'amour, mais aussi qui est dans l'autre sens aussi de prendre soin de ces personnes-là, de la famille, en retour avec l'écriture aussi. Puis je me questionnais aussi par rapport à est-ce que ce désir-là était conscient pendant l'écriture, justement, la famille qui est encore, qui est impactée, veut pas, par ce récit-là aussi. Euh, puis, puis voilà, est-ce que pour vous, c'est aussi un acte d'amour d'écrire sur cette chose-là, puis peut-être même envers vous-même aussi pour faire la paix avec ce qui s'est passé, finalement? Ben, je vais commencer par la deuxième partie de la question. Effectivement, ça devenait pour moi très lourd à porter. Je me disais, ça n'a pas de sens de mourir avec ce secret-là. Et je sentais qu'il fallait que j'écrive un récit. Je ne savais pas s'il serait publié avant ma mort parce que j'ai demandé l'autorisation de le publier à mes frères et à ma fille. Je ne l'aurais pas publié si on ne m'avait pas dit oui, tu peux le publier. Alors, quand on parle,
c'est pas vraiment de la censure. Ben, oui, on peut parler de censure si on veut, mais il y a des écrivains qui le feraient. Puis il y a beaucoup d'écrivains qui m'ont dit, bon, des amis autour de moi, ah oui, tu devrais le publier quand même, et puis bon. Mais je ne pense pas que je l'aurais publié. Donc, ça, c'est pour la première partie. La deuxième partie, revenez sur L'acte d'amour. l'acte d'amour. Oui, c'est un acte d'amour aussi, je pense. J'ai eu l'impression de trahir ma mère d'une certaine façon parce qu'elle ne voulait pas en parler. Mais je pense que je me suis dit que, bon, d'abord, elle est décédée, tout le monde est décédé. Et cet acte d'amour-là, je l'ai pour nous, mais aussi pour la génération qui vient, pour ma fille, pour mon petit-fils, bon. Parce que je crois que les fantômes des générations précédentes nous hantent et qu'il y a une histoire inconsciente familiale qui continue à agir et si on ne la porte pas à la parole, elle peut être destructrice. Et il fallait que ce qu'on sentait, l'espèce de lourdeur autour du personnage de mon père, il fallait qu'il y ait des mots autour de cette réalité-là. Et il fallait que ça puisse être dit et j'espère, j'en ai peu parlé encore avec les miens, surtout avec mon petit-fils et les autres enfants sont trop jeunes de toute façon pour en parler. Mais je pense qu'à long terme, ça ne peut qu'aider. Je me trompe peut-être, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai de certaines façons, je désobéis à ma mère pour obéir à ma propre conscience. Mais je me suis posé toutes les questions. Parce que c'est sûr qu'un récit comme ça, ben, ça pourrait être sensationnaliste et reçu comme ça. Et je ne voulais pas qu'il soit reçu de façon sensationnaliste. Mais tu parles d'écriture, le traitement que j'ai apporté au récit, d'abord le fait de placer la scène du suicide à la fin, ça montre justement, comme vous l'avez dit, que l'important, c'est la relation au père et le personnage du père. Ce n'est pas axé là-dessus. Et ça permet aussi d'aller doucement dans un amour du père, de redécouvrir un amour du père, de sorte que la scène devient, elle devient plus compréhensible à la fin et cet homme-là est déjà engagé dans des relations que l'écriture a tissées avant. Donc, c'est moins, on commence pas par la scène, une scène vraiment cinématographique, là, et puis on voit, je voulais pas que ce soit ça. Et j'avoue que ça, je le dis, j'avais très peur de la façon dont le récit serait lu et dont on en parlerait dans les journaux. Parce que je ne voulais pas que ça soit sensationnaliste non plus. Et les journalistes ont été extraordinaires. Et je me dis que c'est peut-être à cause de la façon de cette sobriété-là. La sobriété ou la façon dont c'est amené aussi, dont le sujet est présenté. Oui, quand on en discutait, je te disais, pour moi, la grande révélation, justement, le fait que cette scène-là soit à la fin, mais qu'elle soit très, très atténuée, qu'elle soit remplie d'ellipses,
la grande révélation du roman, en fait, c'est l'écriture, c'est l'aventure de l'écriture qui devient un acte d'amour et de réparation. De réparation de cette mémoire-là qui est fragmentée, qui est remplie de non-dits, d'indicibles, d'irreprésentables. Puis la narratrice rapièce cette mémoire-là, qui est une mémoire familiale, qui va être aussi transmise. C'est l'écriture qui crée ça, qui fait ça. Moi, c'est ce que j'ai trouvé vraiment magnifique là, à la fin. Je me disais, mais c'est ça la révélation, c'est pas de savoir qu'est-ce qui est arrivé au père, en fait. La révélation, c'est l'écriture qui répare cette mémoire-là, qui fait tenir ensemble tous ces fragments qui ont été recousus là, et qui devient un acte donc de compassion, d'amour, de lui pardonner. La narratrice dit lui pardonner, de pardonner. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de ça là, qui se joue et qui est vraiment. Si tu permets que j'ajoute quelque chose, et puis ça va peut-être Bien sûr, répondre Louise. aussi à la question de Magali. Permets-toi. Il y a aussi le fait, si je n'avais pas parlé, si je n'avais pas écrit ce récit-là, on parle de censure, mais il y a quelque chose d'autre. Il y a une honte aussi chez les proches. On parle de culpabilité, chez les proches, de dire on n'a rien vu venir. On n'a rien vu venir, donc culpabilité, honte de soi-même, c'est pas une très belle image. Et écrivant ce récit-là, le publiant, j'ose dire, j'ai des choses à me faire pardonner. Et je ne suis pas la petite fille ou la femme parfaite que je veux. C'est pas l'image que je veux montrer de moi publiquement, là. Mais c'est d'accepter de dire aussi non, je ne suis pas parfaite et je ne vois pas, je ne lis pas bien, moi qui me prétends, je lisais beaucoup de psychanalyse à cette époque-là. Ça m'intéressait énormément, cette approche-là et tout ça. Et mon propre père est en danger, puis je ne le vois même pas. Alors, tout ça, l'écriture de ce texte-là, quand on dit se pardonner, mais c'est aussi fallait que je passe à travers ce que j'appellerais peut-être une autocensure parce que je défais ma belle image publiquement. Je défais mon image puis je reconstruis celle de mon père. Je te rassure, elle est encore très belle ton image. Merci. On peut l'admirer en ce moment. Oui. Et puis peut-être quelqu'un d'autre aussi. Hein? Profitez-en, elle est là. Mais en fait, moi, c'est ça, si on revient peut-être un petit peu au début avec la genèse de l'écriture, on dirait que on le voit aussi beaucoup dans le livre, puis je pense que dans les journaux aussi, on en parlait de cette démarche sociologique aussi derrière l'écriture, l'histoire qui est sur fond de révolution tranquille. Puis on voit aussi beaucoup que la matière première dans l'œuvre, c'est la photographie. La photographie occupe une grande place, c'est elle qui fait ressurgir beaucoup de souvenirs aussi au moment de l'écriture. Puis on dirait que je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Annie Ernaux. Puis je me suis demandé si peut-être, puis j'ai beaucoup, c'est ça le thème de la honte aussi qui traverse l'œuvre. Et bon, là, j'ai fait le lien avec la honte d'Annie Ernaux. Puis je me suis simplement demandé s'il y avait peut-être cette inspiration-là aussi, mais dans une démarche à l'envers où Annie Ernaux, en tout cas dans les 2-3 œuvres que j'ai lues, elle commence avec l'événement en question qu'elle essaie ensuite de fragmenter en lien avec les souvenirs aussi qui émergent au fur et à mesure de l'écriture. Ben oui, Annie Ernaux, mais c'est tout un courant d'écriture des femmes depuis les années 80. Je vous invite à lire des citations ce soir chez vous. Oui. Qui vous accompagneront dans ça. Et la poésie des femmes, depuis les années 80, a justement essayé de mettre en scène l'intime, d'aborder l'intime, la subjectivité des femmes et de la mettre en lien avec le social, ce que fait tout à fait Annie Ernaux. Donc, je dirais que oui, Annie Ernaux, je l'ai lu, j'aime beaucoup ses livres, mais on fait ici, en tout cas, surtout au Québec, la même chose en poésie. Et c'est très drôle parce que j'ai été invitée à un festival de poésie en France l'année passée et ça se fait moins en France,
ce type de poésie-là, autobiographique et factuelle. Et les gens disaient « Ah, Louise est la Annie Ernaux de la poésie. » Alors, c'était très drôle et j'essayais d'expliquer justement que je n'étais pas seule, mais au Québec, ça se fait beaucoup. Il y a un travail autobiographique qui se fait par le biais de la poésie. Il y avait un autre. Oui, puis il y avait- J'avais justement pensé à ça aussi, Annie Arnaud. J'avais lu La Place, le livre dans lequel elle parle de son père, après la mort de son père. Et je me suis posé la même question. Est-ce que ce récit a été inspiré quand même de la lecture de ce livre-là? Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que depuis le début, moi, j'ai été prise, là. Prise, je voulais savoir ce qui allait se passer next. Je voulais découvrir l'histoire du père. Qu'est-ce qui lui est arrivé à l'orphelinat, et jusqu'à la fin, je n'ai jamais su. Et là, je me suis dit qu'il y a un autre livre à écrire là-dessus, parce que j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Est-ce que l'autrice a posé la question, ou du moins la narratrice, est-ce qu'elle a posé la question aux oncles, s'ils sont encore en vie, à d'autres personnes qui auraient pu savoir, ou bien est-ce qu'on a tout simplement accepté d'enterrer l'histoire comme ça? Moi, j'ai été tellement prise par là que je voulais savoir jusqu'à la fin, jusqu'à la toute fin, ce qui s'est passé. Et je pense que là, c'était bien amorcé. Et de raconter, de présenter son départ à la fin, c'était aussi bien inspiré, bien fait. Et effectivement, ça a l'air d'être juste un moment. C'est pas toute sa vie, c'est le personnage. Et je dois dire que c'est une histoire qui, je ne m'attendais pas à être tellement inspirée par ça. Il se trouve que j'ai toujours, je l'ai dit dans un séminaire à l'été, que je voulais écrire un livre sur mon père aussi, qui n'a jamais été fait. J'ai écrit un seul poème, et je sais que ce n'est pas encore la chose à faire. Donc pour moi, ça a été assez révélateur, ce récit-là. Et puis, bon, voilà, j'aurais tellement aimé connaître cette histoire qui a débuté et dont on ne sait pas ce qui s'est passé. Ben, moi aussi, j'aimerais ça. Mais j'ai mis tout ce que je savais dans ce livre-là. On n'en sait pas plus. Et on a été tellement bêtes, et moi la première, parce qu'on n'a jamais posé de questions. Mais j'ai fait plusieurs rencontres autour de l'homme au camion avec des personnes de mon âge. Et je leur posais des questions aussi parce que le fait d'être mis à l'orphelinat, à l'époque, ça se faisait régulièrement. Et j'ai appris que même chez des gens dont les parents étaient vivants, c'était une sorte de pensionnat, mais gratuit, quand on ne pouvait plus garder les enfants. Et je posais la question aux autres, est-ce que vous avez posé des questions? Et personne n'en avait posé. Donc, on doit être une génération vraiment peu curieuse, me disais-je. Ou bien c'est normal, je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas posé de questions? Mais jamais non plus nos oncles ne nous en ont parlé. C'est curieux. Mais est-ce qu'on s'intéresse vraiment à nos parents? Je ne suis pas sûre ce qu'ils ont vécu. Bon, puis est-ce que nos enfants s'intéressent vraiment à nous? Ça, c'est une autre question qu'il faut se poser. Mais tout ce que je sais, je l'ai mis là-dedans et j'ai refusé. Parce qu'effectivement, si je construisais, il faudrait écrire un roman. Et là, votre question est intéressante parce que c'est toute la différence entre le récit et le roman. Si on écrit un roman, ben là, on peut inventer. Je pourrais faire des recherches, puis demander à des personnes, votre père, votre mère est allé à l'orphelinat, racontez-moi, qu'est-ce qu'ils vous ont dit et tout. Mais je n'en sais pas plus et j'ai refusé. Bon, il y a un pacte autobiographique dans ce livre-là,
dirait Philippe Lejeune. Alors, donc, le pacte autobiographique et le pacte biographique aussi, c'est plutôt biographique dans ce cas-là, ça a été de ne pas révéler plus que ce que je savais et d'interpréter. Quand j'étais enfant, je voulais être détective. J'aimerais ça encore, comme tous les écrivains, comme tous les écrivains. Alors donc, j'interprète, mais vous pouvez interpréter à votre façon aussi. Vous n'avez pas à être nécessairement d'accord avec moi. Cette distance dont parlait Evelyne tout à l'heure, je le sens à propos du personnage du père, dont on ne veut pas trop se rapprocher pour savoir les détails, pour connaître ce qui s'est passé, mais je le retrouve également, je ne sais pas si c'est ma lecture, je le retrouve avec le titre L'homme au camion. Ça pourrait être n'importe qui. Je trouve qu'il y a une grande distance entre le père et le personnage, la narratrice. Juste par le titre. Cet homme-là, quand je l'ai vu, ça pouvait être n'importe qui. Ça peut jusqu'à présent être n'importe qui. On sent qu'il n'y a pas un rapprochement avec le père. Donc, quand cette distance avec le père, c'est l'homme. Est-ce que vous l'avez vu de cette façon? Est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'est juste une mauvaise lecture que je fais? Écoutez, je vais être très franche. J'avais proposé un titre et mes éditrices n'aimaient pas ça, elles trouvaient que c'était trop poétique. Puis elles n'avaient pas tort, je pense que c'était Derniers adieux. Et puis, c'est vrai que Derniers adieux, c'est bon. Et c'est pas très non plus, disons, c'est pas très sexy sur un présentoir. Il faut penser de cette façon-là aussi, hein, parce qu'on pourrait parler longuement du rapport à l'écriture, mais il y a le rapport aussi, il faut que ça devienne un livre, il faut que le livre soit attirant pour les lecteurs. Et on a cherché beaucoup un titre, on a fait des remue-ménage. Bon. Et puis finalement, un soir, j'ai écrit à mes éditrices L'homme au camion, point d'interrogation. Et puis, j'ai reçu un oui. Alors voilà. Mais c'est vrai, ce que vous dites est vrai. L'auteur, c'est Barthes qui disait que le texte appartient aux lecteurs et pas aux auteurs. Un auteur est toujours un petit peu aveugle à ses livres. C'est pour ça qu'il a besoin de lecteurs. Ce que vous dites, c'est très juste. C'est très, très juste. Et c'est très juste. Si on compare avec l'album multicolore, qui est le titre du livre que j'ai fait sur ma mère. Sur J'ai ta fait un mère. récit sur ma mère. C'est l'album multicolore. Il y avait beaucoup de quelque photographies chose, aussi. Donc, on voit ici deux pôles. Oui. Oui. Est-ce qu'on a une question de ce côté-là? Là? Ça serait sympathique d'avoir une question de ce côté-là. Moi, je peux y aller, je m'éloigne peut-être un peu du sujet du cours, mais c'est à page 156, vous dites le cri muet, puis c'est très proche de mon propre sujet de recherche. Moi, je parle du cri silencieux en politique québécoise. Puis je me demandais qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ça, puis comment ça peut s'incarner dans l'écriture. Le cri muet quand on parle de deuil. Est-ce que je pourrais peut-être relire les lignes avant, parce que moi aussi je l'avais noté ce passage-là. C'est moi, page 156. 156. Je vais lire un long passage, Oui, si ça vous va. ben oui. Je ne peux pas refaire le passé, je ne peux pas rattraper l'amour que je n'ai pas su donner. Les regrets, les remords sont inutiles. Ils ne peuvent que m'enfermer, me maintenir dans une immobilité qui n'apporte rien, ni à moi ni aux autres. J'ai choisi d'écrire en espérant que ce récit apporte paix et consolation. C'est quand on parlait au tout début. Donc, seulement à moi, non seulement à moi, mais à celles et ceux qui vivent des deuils impossibles. J'ai choisi d'écrire afin de m'arracher la douleur de la chair, de la déposer enfin hors de moi, de lui donner une sépulture. J'essaye de l'installer dans des phrases toujours à refaire. Je trouve ça aussi très intéressant ce que vous disiez sur la sobriété. Des phrases jamais assez sobres, jamais assez dépouillées pour coïncider avec ce qui m'a habité pendant longtemps, un cri, rien qu'un cri, comme dans la toile de Munch, un cri muet.
Je dirais que le cri muet, bon, d'abord, doit s'entendre. Finalement, si on écrit, c'est pour le rendre sonore. C'est le corps qui porte le cri muet. Et le cri passe davantage dans la poésie que dans le récit de roman. Et il pense comment le faire surgir dans la poésie, c'est dans le rythme, dans la sonorité, dans la scansion des vers, des spots, dans la démesure. C'est le 100e anniversaire de Claude Gauvreau et il y a eu des célébrations à Montréal. Je suis allée à ces célébrations-là. Il y a eu un cabaret Gauvreau et tout ça. Et puis on sait qu'il a même lui inventé une langue pour crier, proférer très fort le cri qui était à l'intérieur de lui. Alors, effectivement, un récit, c'est peut-être davantage pour faire en sorte que le cri devienne parole. En tout cas, chez moi. Chez moi. Que ce cri-là devient parole, devient compréhension, devient consolation. Mais la première expression du cri est la poésie ou le théâtre parfois, mais ça, on se dirigerait vers un autre thème. Là, je ne voudrais pas aller de ce côté-là, mais effectivement, vous avez tout à fait raison, je trouve. Il n'y a pas de... Le cri est consolé à la fin. Le cri dit sans dire aussi. Oui, bien c'est ça, en fait, dans les citations que je vous ai données, j'écris à partir d'une blessure. C'est vraiment un récit qui est écrit à partir d'une blessure, mais une blessure qui est remplie de non-dits, d'irreprésentables, d'indicibles. Donc, la blessure, la douleur est là, elle est grande. La narratrice dit ta douleur et ma douleur qui se rencontrent, hein, celle du père. Donc, c'est une douleur qui a été partagée. Puis en même temps, il y a des effets d'atténuation, cette idée de la sobriété, qui vient aussi autour peut-être des non-dits qui accompagnent tout ça, mais qu'on a essayé de dévoiler. Mais on est toujours dans cette espèce de dynamique ou de tension, voilement, dévoilement. Puis le cri muet, très oxymorique, bien sûr, renvoie aussi à ça. Donc, c'est l'ampleur de la douleur, mais en même temps, la juste distance de la compassion qui est nécessaire pour aborder un tel sujet, peut-être. Je ne sais pas. je suis bien. Oui. C'est sûr que la douleur reste là, mais la douleur est dans le silence ici, dans le rythme des phrases aussi, dans l'addiction de la phrase, je dirais. Mais je dirais que ce récit-là n'est pas l'expression de la douleur absolue, de la pure douleur. Effectivement, j'aime bien quand tu parles de tension entre la douleur et le désir de la paix. Et la phrase apaise la douleur. Alors que le vers qui va contre la phrase, d'une certaine façon, qui va couper constamment la phrase, bon, va aller du côté de la douleur davantage, ou de l'exubérance, ou de la démesure, de l'expression de soi. Alors qu'ici, il y a un désir de tranquillité dans le rythme même de la. Je ne sais pas si j'appartiens à ce côté-là, qu'elle va prendre la parole. À propos de l'enjeu de la nomination, puis de trouver aussi une nomination qui soit, je ne sais pas si on peut dire douce, mais en tout cas lente et calme. J'avais envie de vous entendre sur le rapport que vous aviez à la psychanalyse ou que la psychanalyse pouvait avoir avec ce texte. Parler
dans le livre, le fantôme, le crypte. Le fantôme sans voix. Je l'ai écrit ici sur ma feuille. Le fantôme sans voix. La question des fantômes transgénérationnels, des cryptes. Est-ce que ça me hante? Êtes-vous hanté? Oui, c'est vrai. Êtes-vous hanté? D'ailleurs, elle a écrit un magnifique recueil qui s'intitule La main hantée. Je vous recommande, c'est un recueil magnifique. Alors, comme on parle beaucoup de censure, évidemment, on parle aussi d'acception plus métaphorique de la censure. Et en psychanalyse, la question de la censure, de ce que les rêves refoulent, qu'on va avoir des difficultés à verbaliser. Là, vous parlez de souvenirs qui ne vous appartiennent pas et que vous êtes obligé de prendre en charge comme si vous aviez incorporé les morts, les blessés, les fantômes. Moi, je voyais beaucoup de liens avec la psychanalyse dans ce texte-là. Est-ce que c'était... Ça vous habitait encore ou c'était comme les souvenirs d'une période plus ancienne? La démarche poétique va du côté de la démarche psychanalytique parce que la poésie fonctionne par association d'idées. Et on dit souvent que le poète, quand il commence à écrire, ne part de rien. Et puis, il construit son énoncé à partir de ce rien-là qui se donne et qui travaille en lui et qui va réussir à arriver à un énoncé qui est lisible pour les autres. Mais oui, je suis très près de la méthode psychanalytique dans mon travail peintre. Et j'ai beaucoup lu sur la psychanalyse et je continue à m'intéresser énormément à la psychanalyse. Donc, ce n'est pas seulement des souvenirs, pour moi, c'est d'abord une méthode de travail et une méthode d'écriture. Une méthode d'écriture qui doit parvenir exactement comme dans la cure analytique à faire un récit, à constituer un récit à la fin. Parce que qu'est-ce qu'on fait dans une cure analytique? On se constitue un récit personnel et c'est ce que je fais dans ce texte-là. J'aurais pu aller, bon, évidemment, vous allez me dire qu'il y a des éléments sociologiques, bon, parce que le récit raconte un peu l'histoire du 20e siècle avant la Révolution tranquille et le grand passage de la Révolution tranquille. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui vit à travers ces fantômes-là, mais j'ai essayé par l'écriture et par la méthode de faire surgir, de faire parler les fantômes, de faire parler les tables. Mais les tables n'ont pas suffisamment parlé, vous le disiez. Peut-être que là, j'envisage aussi, j'ai commencé un texte, bon, c'est vraiment très intime ce que je vous dis. Il y a chez moi une douleur que je n'arrive pas à nommer. Je pourrais être 25, 40 ans, 60 ans en analyse, je pense que je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas, plutôt. Mais, et je pense, je ne sais pas d'où elle vient, et j'ai l'impression qu'il faut que je vive avec ça. Mais j'ai toujours l'espoir que l'écriture va dévoiler quelque chose. Donc, me relire, ça peut être important pour voir quelles images viennent. Est-ce que je peux avoir prise sur cette douleur-là? Est-ce qu'un jour, il va y avoir quelque chose qui va surgir par l'écriture et grâce à l'écriture, grâce à cette espèce de démarche-là poétique? Je pense que poésie et psychanalyse, en tout cas pour moi, sont traités comme démarches. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
Oui, bah, tout à fait. Et on commençait en parlant de la question de la nomination. Et tu disais que c'était l'aventure d'une écriture. Et moi, je voyais le trajet vers la nomination. Et c'est pour ça que c'est tant retardé aussi. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, je le lisais. Et ce délai-là, il est très productif, je pense, pour les lecteurs et les lectrices aussi. Mais en fait, ça va être une question très rapide. Là. C'est peut-être une interprétation qui est carrément là, tirée par les gens. Mais je prends toutes les interprétations. Ben, parfait. Je m'y plais beaucoup. En fait, Janie, c'est ça, c'est ta question en lien avec le titre qui a fait comme émerger cette question-là, parce qu'on parlait bon, de la place du sensationnalisme dans l'œuvre, on essaie de s'éloigner justement de ce sensationnalisme-là. Mais en fait, je me posais la question si, dans le paratexte, même donc sur la première de couverture et la quatrième de couverture, s'il y avait quand même peut-être un jeu avec le sensationnalisme, parce que j'ai l'impression que déjà sur la première de couverture, on mobilise un peu l'univers des médias avec justement le cliché, puis même le titre, L'homme au camion, on a presque l'impression que ça pourrait être un titre de fait divers, puis même que vous évoquez un fait divers au début du livre, etc. Puis je me demandais si puis même dans la quatrième de couverture, où on parle de disparition brutale, on ne nomme pas en fait l'événement là, derrière en fait, l'écriture. Puis je me demandais justement, est-ce que ça servait peut-être à déjouer nos attentes ou l'écriture est carrément là, éloignée de ce sensationnalisme-là? Parce que, voilà. Nous, nous, parce que les éditrices, les éditeurs, les éditrices, dans mon cas, vous savez que quand vous signez un contrat d'édition, on va vous dire que le titre et la couverture sont choisis à la fois par l'éditeur et l'auteur. Bon, alors ça, c'est... Et je tenais beaucoup à cette photo-là, parce que c'est la première photo qu'on a de mon père. Il n'y a pas une photo de mon père avant ses 29 ans. Mon père, c'est la première photo qu'on a vue. Et c'est une toute petite photo qui a l'air de rien, que mon frère a agrandi. Mon frère fait de la photographie aussi, quand il ne fait pas des recherches historiques. Alors, donc, je tenais à l'avoir sur la couverture pour lui rendre hommage. Quand on parle de tombeau, tu parlais de tombeau tout à l'heure, je trouvais que ça lui rendait bien hommage. L'homme au camion, je me suis rendu compte, peut-être que ça fait sensationnaliste, mais ce que j'aimais là-dedans, c'est le fait qu'il était camionneur. Je trouvais important de le dire et de mettre ça en relation avec le camion. Et puis, j'ai un amour aussi pour Marguerite Duras, qui a écrit le livre, ce serait peut-être intitulé Le camion. Mais évidemment, Marguerite Duras en a fait un film, mais il y a quand même un petit clin d'œil à Marguerite Duras. Mais l'écriture, ça n'a rien à voir avec Marguerite Duras, c'est beaucoup plus près d'Annie Ernaux que de Marguerite Duras, mais quand même, en tout cas, c'est le titre qu'on a choisi. Mais peut-être que ça fait sensationnaliste. Derniers adieux aurait été moins sensationnaliste, mais à la lumière de la façon dont je me sens maintenant, j'aime mieux L'homme au camion. Derniers adieux, ça aurait été un petit peu lourd à porter, je trouve. Un peu mélancolique. Ça vient comme déjouer nos attentes, puis c'est ça que je trouve très, très, très intéressant, justement. Il y a comme un jeu avec ça. Une question ici de quelqu'un que, oui, je vous ai vu, mais quelqu'un qui répond à une question de ce côté-là. J'essaie de faire le tour. On m'a dit que c'est important, donc je tiens. C'est pas une question, c'est plus un commentaire qui a comme surgi pendant que, après que on m'a posé la question sur justement sur le fait que vous n'aviez pas posé de questions nécessairement à aux autres, des choses comme ça. Puis ça, vous avez dit que c'est plus par manque de curiosité peut-être, mais aussi je pense que on pourrait se poser la question si votre mère justement ou vos oncles étaient prêts à en parler avec vous. Je pense qu'en écrivant un livre sur ce sujet-là, même si ça reste un peu caché, le sujet, c'est déjà plus que
que la génération précédente. Dans le fond. Fait que ça brise comme une espèce de cycle, là, je dirais. Déjà ça de gagner. Oui, c'est ça, exactement. C'était plus ça, là. C'est pas une question, c'est Une réflexion. une réflexion, Oui, c'est exactement. intéressant. Ma question. En fait, c'est que pour ma part, dans mes recherches, je m'intéresse à l'éthique du care. Puis là, vous avez mentionné, Evelyne a mentionné qu'il y avait la question de l'éthique de la compassion. On a parlé aussi d'un jeu féminin. Et moi, je fais plein de liens dans ma tête. Et je pense évidemment à la théoricienne qui a initié les éthiques du care, Carol Gilligan, dans les années 80. Et elle expose l'idée de voix différentes. J'ai l'impression qu'on a parlé de la voix, de donner voix à quelque part à travers le récit. Mais ça porte aussi aux soins de la littérature. Et là, la question est, que peut la littérature? Est-ce que la littérature, au sens de la lecture et de l'écriture, parce que je vais un petit peu plus loin que la censure, là, mais je me pose toujours cette question-là, est-ce que la littérature doit ou peut soigner? C'est ça la question que je me pose, je vais savoir votre réponse. Est-ce que c'est un exercice de compassion? Ben, le care implique pour moi le souci. C'est un mot qu'on ne traduit pas parce que C'est la sollicitude. c'est la sollicitude, mais on ne le traduit pas parce que c'est pas juste ça, c'est le soin, c'est la compassion, c'est plein de synonymes. Donc, c'est un peu ça que je me posais comme question. Comment le récit aide? Est-ce qu'il aide à mieux vivre finalement le récit? Je pense qu'il y a des récits, des romans, des pièces de théâtre, des recueils de poésie qui peuvent changer au point de départ parce que sinon, la littérature n'aurait pas pris la place qu'elle a prise, même pas dans la société, dans la civilisation qui est la nôtre et dans le monde non plus. Est-ce que ça aide à vivre? Oui. Je pense qu'une personne qui lit est parfois plus près de l'auteur qu'elle va lire que de ses propres amis et de ses proches. Moi, je sais que je vais dire dans mes livres des choses dont je ne parle jamais avec mon entourage. Et donc, mes lecteurs, mes lectrices me connaissent mieux que beaucoup de gens autour de moi. Est-ce que ça aide à soigner? En ce sens-là, oui, ça approche d'une parole et si on est encore dans le domaine de la psychanalyse, la parole ne peut qu'aider à vivre. Est-ce que l'écriture ou la lecture peut guérir? Ça, je ne le crois pas. Et c'est toute la question en lien avec celle qu'on a eue de la psychanalyse. Ce qui aide à guérir, c'est une thérapie. Encore que là, disons que ça aide à mieux vivre avec ses douleurs, ses problèmes, ses zones d'ombre, ses fantômes et tout. Mais quand même, si la littérature n'était là que comme parure ou divertissement ou beauté éphémère ou beauté sacralisée, moi, ça ne me satisferait pas. Les écrivains que j'aime, que je lis, qui sont chers à mon cœur et qui sont importants dans ma vie, ce sont des écrivains que je sens dans ma famille intellectuelle et ma famille artistique. Et en ce sens-là, oui, ça m'aide à vivre. Je me crée une famille d'écrivains et une famille spirituelle. Et pour moi, c'est important. Je ne sais pas si ça répond à votre Oui, question. ça répond bien à ma question. C'est toujours la question que je me pose. Moi, je m'intéresse beaucoup au récit. Je m'intéresse aussi à la filiation. Donc, c'est un peu ça que j'essaie de me Il y a des gens qui croient à une écriture, on dit, intransitive, l'art pour l'art, peu importe, mais c'est ça, j'essaie de chercher
cette réponse-là. En tout cas, pour moi, je pense qu'elle est personnelle. Mais je la cherche. Je peux peut-être raconter, je ne sais pas si j'ai le temps, mais rapidement, quand j'ai commencé à écrire, quand le texte qui m'a le plus marqué dans ma vie, il y avait beaucoup de textes qui m'ont marqué avant. Je suis une fervente admiratrice, ça va vous étonner, mais de Racine, de Flaubert et tout ça. Mais le texte qui a peut-être déclenché chez moi le désir d'écrire, c'est un texte de France Théoret, de 5-6 pages, dans une voix pour Odile, qui s'intitule Le sang. Et c'est une femme, c'est un texte qui a été écrit en 1978. C'est une femme qui fait une sorte de délire. C'est un texte poétique, mais qui pourrait être monté au théâtre. Et elle attend ses règles qui ne viennent pas. Et elle a peur d'être enceinte. Et elle passe la nuit à se poser des questions. Donc, c'est avant la pilule du lendemain. C'est au moment où les femmes avaient le droit d'avorter, mais où c'était plus difficile, où en fait, c'était plus compliqué. Où il y avait la contraception, bon, existait, mais c'était moins assuré qu'aujourd'hui. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que moi, qui ai étudié en études littéraires, qui est quand même pas mal lu dans ma vie, je n'ai jamais lu un texte comme celui-là où une femme a peur d'être enceinte, alors que c'est arrivé à des millions, des millions et des millions de femmes depuis des siècles des siècles. Alors, c'est ça qui m'a poussée à écrire en disant j'ai peut-être quelque chose à écrire sur la réalité des femmes. À dévoiler. À dévoiler, oui, à dévoiler, mais c'est moins dévoilé dans le sens où moi je le sais, mais d'être trouvé par l'écriture de la réalité des femmes. Et en ce sens-là, se sentir comprise, c'est déjà énorme, là. C'est déjà énorme de dire, écoutez, je pense qu'il n'y a pas une... En tout cas, peut-être que j'exagère, mais il y a beaucoup de femmes qui ont eu peur d'être enceintes dans leur vie en disant, mon Dieu, je ne suis pas menstruée, qu'est-ce qui se passe? Et là, France Théoret disait, comme ça, dans un texte de 4 pages, et je n'en revenais pas, que ça ne soit pas dit. Alors, oui, ça aide à vivre parce que cette fois-là, je me suis dit, mais bon sang, je ne suis pas toute seule. Ne pas être seule, c'est quand même important. Si ça vous va, on va déborder un tout petit peu. Magali, si tu veux bien poser une question en essayant que ce soit bref, on aura une petite dernière en conclusion parce qu'on va continuer nous pendant la deuxième partie de la séance. Et puis, j'ai une vraie interrogation pour vous qui va nous aider à réfléchir tout à l'heure. Donc, si vous voulez bien, on va terminer avec ces deux interventions de Magali. On t'écoute. Oui. Il y a une citation théorique, je me souviens plus si c'est Philippe Lejeune ou un autre qui disait que toute autobiographie, toute écriture de soi est une fiction, finalement, parce que d'une part, le souvenir est toujours subjectif, mais aussi parce que on fait une sélection éditoriale de ce qu'on choisit de raconter ou pas. Puis je me demandais si vous, dans cette écriture-là, qui est hyper ancrée dans le réel, est-ce qu'il y a quand même une part là-dedans de fiction, puis est-ce que finalement toute narration a une part de fiction à l'intérieur? Sûrement. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est ma vision, c'est mon interprétation, c'est mon propre délire. Et si on interrogeait ou interviewait mes frères pour savoir qui était mon père, d'ailleurs, un de mes frères m'a dit, moi, je ne voyais pas papa comme ça. Alors, mais on a chacun un père. Hein, on est 3 enfants, on a 3 pères différents. Et c'est comme ça pour tous les enfants. Alors, c'est ma vision et c'est ma fiction de mon père. Mais c'est le récit que je pouvais me construire à ce moment-ci de ma vie. Peut-être que je pourrais me construire un autre récit dans 10 ans, je ne sais pas.
Je voulais juste te citer, Louise, si tu me le permets. La narratrice, en fait, elle écrit: Est-il possible d'élaborer un travail de deuil à partir d'une fiction? Je l'avais noté parce que je me disais, je vais lui redemander, je vais lui reposer, relayer sa propre question. Mais il me semble que c'est un lien. Oui, ben, tout à fait, c'est exactement ça. Mais est-ce que tout travail de deuil n'est pas non plus une fiction? Puis là, on tourne avec votre question, Mathilde, sur la psychanalyse. Le récit psychanalytique qu'on se crée soi-même de sa propre vie, c'est aussi une fiction, mais curieusement, il nous aide à vivre. Donc, j'ai un ami psychanalyste qui disait, ben, si ça fonctionne, tant mieux. Alors, on ne se demande pas, est-ce que c'est vrai, vrai, vrai? Est-ce qu'on touche à la réalité? Ça fonctionne pour la personne qui est en psychanalyse et comme écrivaine. Pour moi, ce récit-là a fonctionné. Est-ce qu'il fonctionnera toujours? Est-ce que, en tout cas, pour le moment, c'est ce que je pouvais écrire. C'est l'histoire que je pouvais me raconter. C'est l'histoire que tu donnes aussi. Oui, c'est À ça. tes fantômes sans voix, tu Exactement. leur donnes des mots pour exister. Tout à fait. Peut-être que dans 10 ans, je pourrais reconstruire une autre histoire. C'est. Les questions que je me posais, elles sont tout à fait en lien avec ça. Bon, il y en a une qui est en lien avec celle de Magali. Vous parliez tout à l'heure quand même d'impact autobiographique. Et c'est une question que je me suis posée. Vous citez les noms de vos frères, de votre fille, et on les reconnaît dans les remerciements. Donc, on présume que ce sont leurs vrais noms. Oui, oui. Est-ce que vous avez eu une hésitation à changer les noms ou jamais? Et puis, ma deuxième question, ce qui est en lien cette fois-ci avec ce que vient de dire Evelyne, à propos de donner son texte aux autres, aussi à toute la question dont on a parlé de la nomination qui vient après un silence. Je pensais à l'exergue et je me suis demandé comment la lire. Il y a une dédicace pour ma famille et juste en dessous, une citation de Stéphanie du Pays. Du Pays, oui. Ce dont la voix ne porte pas n'existe que raconté par d'autres. On peut la lire de plusieurs façons, mais je me suis demandé si on pouvait la lire aussi dans le sens où vous avez voulu vous constituer d'une certaine manière en porte-parole. Et est-ce que ce terme de porte-parole vous conviendrait? Je précise, c'est pourquoi je pose la question, c'est qu'on n'arrête pas de revenir, parce qu'on parle de censure, mais dans un sens aussi très très large, à des questions éthiques, qui parle, à qui, on a le droit de qui, est-ce qu'on a le droit de. Donc, j'avais très, très envie d'entendre sur cette question-là, à la fois du choix des noms et de cette notion de porte-parole et de parler pour. Bon, alors, pour le choix des prénoms, au début, j'avais mis seulement des initiales. Et puis, c'est en discutant avec mon éditrice, puisque tous les gens qui étaient décédés avaient des prénoms, les vivants n'existaient que par leurs initiales, que, bon, il nous a semblé qu'effectivement, c'était mieux de les nommer. J'ai pensé changer les noms. J'ai dit d'abord, je vais poser la question aux personnes impliquées. Et puis, ils ont accepté. Ils ont accepté que, bon, j'avais pensé aussi à une étape antérieure, changer tous les noms de tout le monde et puis que ça devienne un roman. Mais j'avais l'impression que, je ne sais pas ce que vous en pensez, on n'aura pas le temps d'en discuter, mais vous pouvez continuer de penser quand même, banaliser le livre. Il y avait quelque chose qui devait être dit, en tout cas je le sentais comme ça, qui devait être dit presque dans l'oreille, en disant c'est ma propre histoire. Et ce n'est pas l'histoire, ce n'est pas une fiction. C'est vrai,
c'est lié à moi. Et je ne sais pas pourquoi. Si on avait changé les noms et, par exemple, on avait mis que l'orphelinat était à Saint-Jean-sur-Richelieu plutôt qu'à Saint-Hyacinthe, tout ça, qu'est-ce que ça aurait changé? Je ne sais pas. Mais c'est des choix que j'ai faits intuitivement. Bon. Le droit de prendre la parole, le droit de dire ce qui était arrivé, oui, je me suis posé la question. Aussi, je ne sais pas, si j'avais le droit de le dire ou non. C'est peut-être une transgression. Est-ce que je suis allée trop loin? Mais est-ce qu'on a le droit de parler pour les autres? Stéphanie Dupéy fait référence, elle a fait un roman sur son arrière-grand-mère qui était à l'hôpital psychiatrique. Et parce qu'il y avait une sorte de flou dans la famille, on parlait elle est morte à l'hôpital psychiatrique, il y avait une sorte de flou dans la famille, on n'en parlait jamais. Et puis bon, elle aussi, c'est toujours les gens dont on ne parle pas qui attirent l'attention des enfants ou des petits-enfants. Et elle a décidé d'en parler. Et moi, je ne sais pas si j'avais le droit d'en parler, mais j'en ai parlé parce que j'en avais besoin. C'est un peu court comme raisonnement, je l'admets. Mais et je pensais que c'était la seule façon de rendre une dignité à mon père. Je voulais rendre une dignité à mon père et je pense que j'ose penser que depuis ce moment-là, le regard sur mon père a changé. Et mon propre regard sur mon père a changé. Il a commis un acte qu'il a assumé et nous, on doit respecter cet acte-là. Et puis, on doit vivre avec maintenant. Et c'est un acte qui nous a affectés, nous. Alors, je dirais aussi, ça nous a beaucoup affectés. Et puis, en ce sens-là, il y a quelque chose qui devait être dit. Je crois que, je ne sais pas si j'avais le droit de le dire, mais j'avais besoin de le dire. C'est pas très articulé, là, j'avoue, comme réponse, mais l'écriture part d'une nécessité intérieure. S'il n'y a pas cette nécessité intérieure-là, quand on écrit, ben, on va faire des œuvres, somme toute, assez banales. Ce qui est intéressant avec ce récit-là, c'est quand on connaît l'ensemble de l'œuvre de Louis Dupé, c'est celui où on est le plus près des effets autobiographiques. Oui. Louis Dupé, dans son œuvre, il a une grande pudeur, une grande sobriété. Puis dans la poésie, on est assez loin des effets autobiographiques. C'est celui où on se sent le plus proche de... Quand tu disais, tu avais le besoin de dire c'est mon histoire, mais c'est le seul livre de toute ton œuvre qui est comme ça. Oui. Et donc, c'est assez particulier, en fait, dans ta trajectoire d'écrivain, que tu aies eu le besoin de le former comme ça, de le construire de cette façon-là. Bon, à cause des non-dits de l'interdit, des questions dont on a parlé aujourd'hui. Mais je trouvais que c'était une information importante. Ouais. Merci infiniment. Merci à vous.